Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la grande bibliothèque. Et cette semaine, eh bien, je consacrerai mes vidéos aux prédateurs de la nuit aux dents longues, c'est-à-dire donc aux vampires à travers Vampire la Mascarade pour commencer 5ème édition. Et oui, car la gamme Vampire la Mascarade avait déjà été précédemment traitée, c'était donc à la fin de l'année dernière. Et donc là, je me suis dit, il faut que je m'attelle enfin, comment dire, à cette dernière mouture, donc qui nous date de 2018-2019 en VF chez Arkham Asylum, et vous en dire ce que j'en pense, parce que voilà, moi je suis un grand amoureux évidemment du World of Darkness et de Vampire en particulier, même si bon, je préfère Mage, hein, vous le savez. Et donc, ben voilà, je n'avais plus d'autre choix que de vous donner mon avis. Alors bon, je l'ai déjà un petit peu distillé par-ci par-là à travers la présentation de certains suppléments de la gamme et à travers, on va dire, des discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes en live sur le Discord, etc. Et donc, bah, je devrais déjà vous dire que voilà, mon avis sur la gamme Vampire V5 est assez mitigé. Mitigé ne veut pas dire, comment dire, que je ne l'ai pas aimé. Je l'ai aimé sur bien des aspects, mais il y a certaines choses, on va dire, qui, on va dire, m'ont, moi, en tout cas, déplu en tant que vieux joueur de Vampire, surtout de vieux joueur de la première édition, qui a égrené toutes les éditions et traîné toutes les éditions aussi jusqu'à donc la V20 qui pour moi voilà à l'heure actuelle reste l'édition la plus complète et la plus intéressante encore disponible malheureusement pour très peu de temps puisque voilà j'en avais discuté en février dernier avec Mathieu Saintou, le patron donc, de Arkham Asylum, qui nous disait que ben voilà, Vampire V5 c'est un gros succès en France, c'est indéniable, un gros succès même de par le monde, hein, c'est voilà, c'est un jeu qui a une communauté de fans extrêmement, on va dire, grande déjà, étendue, mais également très on va dire, j'allais pas dire vindicative, mais bon, ils sont presque pas les crocs en avant à vouloir vous mordre, mais on va dire une communauté qui, elle, voilà, est très active, en tout cas, et fait valoir et fait promotion de son jeu, et ça, je trouve que c'est bien, dans la mesure où, voilà, il faut quand même qu'on n'ait pas qu'un seul jeu à jouer, je le dis très souvent, c'est voilà, c'est si on s'enferme, on va dire, à jouer à un seul jeu, que je pense le jeu de rôle d'une manière ou d'une autre il perd beaucoup et c'est bien qu'il y ait une alternative en termes de propositions déjà de ludique et de propositions d'univers de jeu, de propositions de thématiques qui nous permettent voilà, de continuer à pratiquer notre passion de la meilleure des manières. Donc ça, sur ce point, Vampire fait très très bien le boulot. Et deuxième point, voilà, c'est une proposition moderne qui est en accord avec son temps. Moi, je suis un vieux con, donc évidemment, ce jeu-là va être moins, on va dire, attrayant et moins correspondre à ce que j'attends, surtout quand on connaît l'ancienne édition. Ceux qui connaissent les anciennes éditions de Vampire, quand ils vont rentrer dans la V5, ils vont se dire oula, qu'est-ce qu'ils m'ont fait sacrilège. Voilà, ils vont presque avoir envie, comment dire, de faire un autodafé digne de la seconde Inquisition. Je vais y venir puisque je vais faire un petit détail sur le background. Désolé, évidemment, ça revient comme une chanson populaire, dirait la chanson, justement. Et donc, à partir de là, c'est votre choix. Voilà, si vous êtes un nouveau joueur qui est intéressé par la thématique des vampires, parce que ben voilà, c'est votre truc, c'est une thématique qui vous plaît, et que vous voulez, on va dire, découvrir et que vous voulez expérimenter, explorer, le jeu sera parfait pour vous. Mais voilà, il faut surtout pas connaître les précédentes éditions. Il faut vraiment s'en tenir à celle-ci. Et je pense, à mon avis, que vous y trouverez très largement votre compte parce que voilà, elle est dans l'air du temps, elle est moderne, elle est une proposition, on va dire, de notre époque. Elle est dans le Zeitgeist, comme disaient nos amis allemands. Et elle, en cela, on va dire, elle est parfaite. Par contre, pour les vieux, ça va être dur. Soit voilà, vous êtes, on va dire, plutôt, comment pourrait-on dire,
vous avez envie de nouveauté, voilà, vous avez envie de changer, vous êtes plutôt enclin, comment dire, au changement, et vous vous dites, ah voilà, moi j'ai suivi Vampire depuis le début, bon allez, je passe à la cinquième, je vais on va dire, me convertir, entre guillemets, on va dire, à cette nouvelle cinquième édition. Et voilà, donc ça c'est. Sinon, eh ben, voilà, vous pouvez passer votre chemin et continuer à jouer avec votre ancienne version de Vampire. Vous n'y perdrez pas du tout, au contraire. Par contre, ce qui, on va dire pour moi, a son intérêt, il y a quelques petits détails du système de jeu et surtout le background qui évolue, et c'est ça qui m'a intéressé dans cette édition. C'est l'évolution du background qui, on va dire, va paraître la plupart du temps hérétique aussi, on va dire, aux gros fans de Vampire qui vont dire oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mon BG, c'est horrible. Ben voilà, moi je trouve qu'il y a des évolutions extrêmement logiques, extrêmement intéressantes, qui redonnent, on va dire, qui remettent la mécanique en place, qui permettent, on va dire, de casser quelque peu le statu quo et de redonner, on va dire, envie de jouer, envie d'explorer cet univers. Et ça, sur ce point, j'ai trouvé que c'était bien. Ce qui veut dire que donc, bah, le background de Vampire tel quel, moi quand j'y joue, bon, je maîtrise assez peu Vampire en ce moment, parce que j'en ai un peu marre aussi. Vampire, c'est un jeu que j'ai énormément maîtrisé. C'est celui que j'ai d'ailleurs le plus maîtrisé, je pense, avec L5R et Rollmaster dans l'univers de Planescape. Voilà, donc moi j'en ai. Pour l'instant, ça ne me dit pas comment dire d'y retourner. Mais voilà, quand l'édition, la cinquième édition est sortie, j'ai lu le BG avec plaisir. Je n'ai pas aimé, on va dire, la proposition ludique, tout ce qui est, on va dire, en termes de système de jeu. Euh, mais voilà, j'y ai trouvé mon compte dans l'évolution du background et je l'ai intégré à ma propre chronique. Et je pense que ça en valait largement la peine. Car oui, quand j'ai testé le jeu, car je l'ai testé, malgré tout, bah, j'ai pas été au plus qu'au-delà, on va dire, de la création de personnages, parce que quand j'ai vu, on va dire, comment ce qu'il nous proposait, la manière dont j'ai laissé tomber. J'ai vraiment laissé tomber à la création de perso. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Même les joueurs étaient quelque peu dubitatifs. J'ai dit, on laisse tomber, on va faire autre chose. Et si on joue à Vampire, ce sera voilà, en utilisant, on va dire, le vieux système donc, de la troisième édition, ou on va dire de la V20. Voilà. Donc, au moins je suis honnête avec vous, après cette petite diatribe, vous savez ce que j'en pense, mais je n'en reste pas moins le plus, on va dire, honnête possible, à défaut d'être objectif, parce que ce que je vais vous présenter du livre de base et des suppléments, eh ben, il y a énormément de choses très intéressantes malgré tout à aller y puiser. Et donc c'est vous qui pourrez, du coup, voilà, on peut toujours trouver quelque chose. Moi je dis, il n'y a jamais quelque chose qui est vraiment mauvais ou vraiment, on va dire, bon à 100%, c'est pas possible, la perfection n'existe pas. L'imperfection totale, ça peut exister, mais c'est quand même assez rare, il faut quand même le reconnaître. Il y a toujours, comment dire, quelque chose d'intéressant à y trouver. Alors, une fois que ça c'est dit, la V5 de Vampire, c'est quoi? Eh ben, c'est la continuité, malgré tout, assumée et voulue des précédentes éditions. Donc on est toujours dans le cadre du World of Darkness. Donc c'est édité chez Modifius en VO, c'est édité chez Arkham Asylum en VF. Ça a été assez rapide. Là, la gamme, en ce moment, à cause de problèmes de droit, parce que voilà, la distribution, enfin, il y a eu des problèmes, on va dire, au niveau du studio qui crée Vampire, parce que bah, justement, il y a certaines petites choses dans leur manière de faire, leur choix esthétique, on va dire, leurs choix éditoriaux, qui n'ont pas plu, on va dire, à ceux qui avaient délégué, on va dire, la création du jeu. Donc ils ont repris la main et la distribution du jeu, elle, est passée de Modifius à Renegade. Voilà, donc, et c'est eux maintenant, Renegade, qui justement distribue Vampire et qui ont encore repris donc complètement la main. Ce qui fait que pendant un certain temps, il y a déjà des suppléments qui étaient prévus, qui ont été vraiment en stand-by. À cause de ces problèmes de droit en français, bah, nous on a été quelque peu stoppés. Donc il y a eu la chute de Londres qui est sortie vraiment in extremis. Et il nous manque, comment dire, un supplément de taille qui existe qu'en VO pour l'instant, qui est Chicago by Night. Et derrière, évidemment, le supplément sur le sabbat, The Black Hand, et le supplément normalement donc sur la seconde Inquisition. Donc tout ça normalement, c'est-à-dire Chicago by Night, Sabbath the Black Hand et Second Inquisition, ça devrait sortir. J'ai pas encore Second Inquisition, pourtant je suis un peu, on va dire, en contact
avec Renegade justement, qui m'a dit qu'il me l'enverrait, voilà, ainsi qu'avec leurs nouveautés, parce qu'ils vont aussi éditer justement en dehors de Vampire, ils ont prévu donc de faire Hunter the Reckoning, la nouvelle version. La version donc dite, alors, pour Hunter ce sera la deuxième édition, parce qu'il n'y a eu qu'une seule édition qui est après parue en français sous la forme, donc le titre Exterminateur, le jugement, je crois. Ça fait un peu, voilà, ça fait pompeux. Mais ça, je crois que le jeu en tout cas a plutôt plu, donc aussi il y a eu sa petite base de fans. Donc je pense qu'il pourrait y avoir en effet des gens qui pourraient être intéressés par Hunter. Donc au niveau World of Darkness, voilà, on est quand même bien achalandé. On n'a pas trop, on va dire, à se faire du mouron là-dessus. Donc ça, c'était pour les petites histoires éditoriales, ça devrait se débloquer. Vous aurez donc les suppléments en question de la suite de la gamme dans un proche avenir, du moins je l'espère, parce que là ils sont traduits, hein, ils attendent juste le feu vert pour être publiés, enfin pour être imprimés et publiés en français. Vampire, c'est d'abord un background. Et c'est un background vraiment voilà, qui date donc de 91, hein, donc on a plus de 30 ans de background à digérer. Et c'est pour ça que, heureusement, ils ont fait quelque chose de vraiment très intéressant pour ça. C'est le fameux journal de Beckett. Donc là, ça c'est la version collector. Parce qu'il y avait une version spéciale. Il avait été en crowdfunding en VO. Moi j'avais juste, on va dire, réussi à acquérir le PDF parce que déjà à l'époque, les frais de port venant des États-Unis, c'était un peu compliqué. Désolé. Et donc on a affaire pour ce journal de Beckett à un livre de quasiment 550 pages qui vous fait le point en fait sur tous les points de BG qui vont changer et qui ont changé, on va dire, dans la 5e édition. Sauf que là, ils le font du point de vue donc d'un personnage extrêmement important. Beckett, un gangrel qui est ce qu'on appelle donc un nodiste, c'est-à-dire il est archéologue et on va dire un chercheur, un mystique également autour donc de tout ce qui est l'origine des vampires et donc du livre de Nod, d'où son nom nodiste. Et donc son voyage initiatique d'une certaine manière pour en découvrir encore un peu plus sur on va dire la nature et l'origine des vampires va l'amener en fait à visiter pas mal d'endroits et donc à être confronté au changement, on va dire, de background, au changement, on va dire, dans la société vampirique. Alors là, par rapport à, on va dire, à la aux versions d'avant, on avait évidemment le sabbat, enfin la Camarilla, le sabbat et les anarques. Donc la Camarilla était évidemment dominante, elle combattait le sabbat qui, elle, avait, on va dire, une position plus larvée, mais bon, la guerre ouverte était quand même là. La Camarilla devait aussi se confronter au sabbat. Le sabbat les anarques se tapaient dessus également joyeusement pour le contrôle donc, de pas mal de villes clés. Voilà. Donc le sabbat, c'était plutôt les positions voilà, Montréal, la Floride, Baltimore. Et donc ils avaient réussi à choper Washington justement durant on va dire les événements donc de la fin 99, donc c'est-à-dire dans la série de romans. Los Angeles, c'était les États libres anarques. Donc là, ils étaient en lutte à la fois donc, contre les vampires orientaux, mais aussi contre le sabbat. Ils étaient infiltrés par la Camarilla. Le Vieux Monde, c'était plutôt camariste. Il y avait quelques exceptions, donc quelques villes sabbatiques. Voilà, donc on était dans un équilibre assez précaire quand même si la Camarilla dormait un petit peu sur ses lauriers et était très dominante. Là, on va voir qu'il y a pas mal de points, en fait, politiquement parlant, qui vont changer. Dans la mesure où, déjà, il va y avoir un événement assez majeur. La technologie actuelle va permettre à pas mal d'organisations humaines de découvrir l'existence des vampires, d'avoir des preuves et évidemment d'essayer de les annihiler. Donc ce qu'on appelle la seconde inquisition, puisqu'elle est menée d'une certaine manière par ce qui reste, on va dire, de l'inquisition, donc la fameuse société de Léopold, qui existe donc toujours, hein, elle était déjà décrite hein, dans les précédentes éditions. Là, elle prend une part plus active, plus les agences gouvernementales, et donc voilà, il va y avoir une purge vampirique extraordinaire, donc ce qui va amener à la destruction, on va dire, toutes les têtes du clan Tréméré à Vienne, ce qui va amener à la destruction quasi totale, on va dire, du sabbat, et donc son éparpillement, on va dire, dans la nature,
Les anciens, on ne sait pas pourquoi, vont être appelés une sorte de voyage initiatique, d'exode, de croisade, dit-on, au Moyen-Orient. Donc il y a la plupart de tous les anciens en fait qui vont disparaître. Il va y avoir donc la création d'une maison dissidente pour les Trémérés. Les Trémérés vont devenir un clan de mercenaires d'une certaine manière, vont plus avoir le choix parce que de toute façon ils n'ont plus comment dire de structure, tout le haut de la pyramide à sauter. On va nous décrire donc dans ce livre tous les événements qui vont avoir lieu à Milwaukee, donc voilà la création de la maison Carnat justement dont je vous parlais, la Trémérée, donc l'ancienne princesse de Marseille et princesse de Milwaukee. Voilà, la pauvre, elle a eu quand même elle a eu des sacrés, on va dire, des sacrées assignations, si je puis dire, de curieuses, on va dire, propositions de poste dans sa carrière. On a donc Londres également, dont on nous décrit la situation, ce qui sera très intéressant évidemment à lire pour la campagne qui est proposée dans la gamme, c'est-à-dire la chute de Londres, Fall of London. Et les États libres de Californie, on nous en parle un petit peu, donc Los Angeles, la guerre justement entre les anarches et le sabbat, et surtout, excusez-moi, surtout avec les vampires orientaux. Montréal, évidemment aussi, les changements de pouvoir. Montréal qui est un cadre de jeu que j'aime énormément. Voilà, il va passer également par la Transylvanie, il va essayer de découvrir donc, des secrets sur justement la chute de la maison Trémérée, voilà, il va aller en Orient, voilà, avec évidemment toujours cette peur, on va dire, de la GN, hein, cette peur donc, qui est très on va dire, commune, si je puis dire, aux vampires, même si dans la Camarilla, voilà, les vieux vampires n'existent pas, Cain n'existe pas. Non, nous sommes juste tous des vampires. Obéissez-nous, on est vieux. Voilà, je simplifie, mais on est là-dedans. Là où justement le Sabbat, lui, a pleinement conscience de l'existence des anciens et vénère Cain pour justement détruire, avant qu'ils ne les détruisent, être donc les épées de Cain, ceux qui vont justement vouloir renoncer, enfin ne renonceront pas justement au contraire et ne plieront pas le genou quand les anciens, donc les antédiluviens, les troisième générations, vont se lever pour tous les bouffer et asservir l'humanité, du moins ce qu'il en reste. Voilà, donc on est vraiment dans cette lutte quand même idéologique qui nous est contée vraiment par le menu avec tous les différents aspects. Il y a énormément d'informations, hein, comme je vous dis, hein, c'est un livre de 550 pages. Voilà, il y a une partie avec des documents, des documents, donc on va dire, voilà, des échanges de lettres, des dossiers, etc. Et il y a une partie à chaque fois où on nous décrit, on va dire, en termes de jeu, si je puis dire, les différents aspects du chapitre pour nous expliquer quels sont les enjeux et en quoi on peut le transformer en campagne. Donc vraiment, ça, c'est un livre, je pense, indispensable si vraiment vous voulez jouer à la cinquième et comprendre le BG qui est vraiment distillé de manière très subtile au sein du livre. Il faut avoir lu ça, hein. Sinon je pense que vous aurez quelques soucis, enfin vous aurez que la surface des choses. Là, vous aurez toutes les explications et l'évolution. Et ça, c'est plutôt, on va dire, intéressant. Donc voilà, je vous conseille d'ores et déjà ce bouquin pour faire vraiment... si vous ne connaissez pas du tout Vampire, c'est ce livre-là qu'il va falloir vous procurer, malheureusement, je dirais, ou plutôt heureusement, parce que franchement, il est très très bon, hein, il est très agréable à lire. Voilà, le journal de Beckett, donc celui en plus je l'ai en français, en version collector, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est déjà la base pour ce qui est du BG. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement à partir de tous ces événements? Donc la GN n'a pas eu lieu, donc les vampires n'ont pas disparu. Par contre, voilà, c'est la guerre ouverte entre les anarches et la Camarilla. Le Sabbat donc a quasiment complètement disparu, même s'il existe encore, voilà, et c'est pour ça qu'il y aura vraiment un supplément particulier dans la gamme pour mettre en scène ce Sabbat. Là, on en était déjà, donc à la base, la Camarilla, quand elle a été créée, c'est 7 clans. Donc le clan Tréméré est quelque peu moribond, puisqu'il a,
il a pris un sacré coup, on va dire, dû au fait que toute sa hiérarchie, donc ce qu'on appelle le Conseil des Sept de Vienne, a disparu purement et simplement. Complètement disparu, ça c'est une autre paire de manches, mais en tout cas voilà, le siège du clan Tréméré à Vienne. J'ai visité Vienne d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je ne les ai pas trouvés, heureusement, devrais-je dire, parce que ça m'aurait un peu, voilà, ça m'aurait fait peur. Et donc, le clan Gangrel avait quitté à la fin des années 90, en 99, la Camarilla, parce que celui qui était leur représentant politique au sein de la Camarilla, donc ce qu'on appelle le Justicard, qui est là pour représenter la justice justement du cercle intérieur de la Camarilla pour le clan Gangrel, avait jugé que la Camarilla n'était plus en mesure de défendre justement les vampires contre, on va dire, la menace des anciens. Donc tout le clan Gangrel avait fait sécession, donc déjà ils étaient plus qu'à 6, et 6, voilà. Et donc là récemment, suite aux derniers événements justement par rapport à la gestion de la crise anarque, le justicard, on va dire, Broucha, donc Théobel, lors d'une grande réunion, donc la réunion, je sais plus, elle a eu lieu, je crois que c'est à Berlin, je crois, ou en tout cas c'est dans une grande ville européenne, ça me reviendra quand je reverrai les bouquins, a purement et simplement pété les plombs parce que il a considéré que vraiment les anciens étaient des gros coups, hein, faut être clair là-dessus. Et il a pété purement et simplement Ardestadt, qui est l'un des plus grands représentants, on va dire, du cercle intérieur de la Camarilla. Et il s'est barré avec le clan Broucha et il a rejoint les anarques. Donc voilà, ils sont plus qu'à 5. Voilà, donc il n'y a plus dans la Camarilla que donc, le reste des Trémérés, les Malkavians, les Toréadors, les Ventrous, et je vais évidemment en oublier un, les Nosferatu. Voilà. Donc voilà, 5 clans uniquement qui composent désormais la Camarilla, et ils font ce qu'ils peuvent parce que voilà, ils vont perdre du terrain, donc ils vont perdre, on va le voir peut-être dans la campagne, la ville de Londres. Ils vont perdre donc énormément de villes de par le monde, perdre énormément de terrain, de prestige, mais ils vont résister comme ils peuvent, surtout que la plupart de leurs anciens vont disparaître du jour au lendemain. À savoir que donc les rangs des anarques sont plutôt composés de vampires beaucoup plus jeunes, tout comme d'ailleurs le sabbat. Faut être clair, bon, il y a quand même des vieux dans le sabbat, mais ceux qui ont survécu, ils viennent pas, comment dire, revendiquer. Ils restent dans l'ombre, ils sont, on va dire, discrets et très malins. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont survécu pendant 500 ans depuis la création du sabbat. Euh, donc on est dans cette situation-là. La seconde inquisition fait des ravages au sein donc des vampires qui sont donc obligés de se cacher. Ils ont interdiction d'utiliser des appareils numériques. Donc voilà, le vampire de base, c'est ah non, ton téléphone portable, tu le jettes, quoi. T'as pas le droit, de toute façon, sinon tu risques de mettre en danger tes pères, voilà, tes frères caïnites. Donc on est dans cette optique-là. Voilà, ça c'est pour l'essentiel à peu près du BG qui remet vraiment, qui relance la donne en termes d'intérêt en tout cas ludique. Et donc on est dans une lutte vraiment bipartite, surtout Camarilla anarque, avec un peu le savate à l'arrière, donc tel qu'on l'avait vu, on pensait qu'ils avaient vraiment mis le sabbat de côté. En fin de compte, il existe toujours bel et bien. C'est juste qu'il allait faire l'objet d'un supplément, bande de petits malins. Donc on a ces 5 clans-là, les Gangrel et Broucha, qui sont plus ou moins donc, des clans maintenant considérés comme anarques, du moins la majorité d'entre eux sont des anarques, mais bon, il y en a une grosse part quand même qui sont tout simplement des indépendants qui n'ont rien envie de savoir. Dans la Camarilla, il y a quand même quelques petites choses. Il y a quelques clans qui sont, on va dire, qui étaient indépendants avant et qui se sont rapprochés justement de la Camarilla, les Assamites en particulier, enfin en tout cas une partie du clan Assamite, puisque le clan Assamite est séparé en 3 factions. Donc oui, c'est dur à comprendre. Donc la faction dite, on va dire, celle fidèle à Urshulgi, donc qui est fidèle en fait à la Mout, hein, c'est-à-dire au siège, on va dire, plutôt strict. Voilà, il y a les vampires qui ont donc rejoint la Camarilla. Ça s'est symbolisé par le fait que leur représentant, donc c'est Tegirius,
a fait un mariage vampirique justement avec Victoria H, qui est la grande représentante du clan Toréador, que l'on adore détester. Quelle emmerdeuse. C'est pas possible. Oui, c'est un PNJ assez détestable. Je pense que vous pourrez vous en rendre compte vous-même. Et donc une faction qui elle est restée plutôt un peu au milieu, qui est une faction, on va dire, de vampires du Assamite, qui sont eux très religieux. Donc très proches, on va dire évidemment de la philosophie de l'islam. Et qui donc, alors certains, on va dire, arrivent à trouver des accointances avec comment dire, la Camarilla, mais ou préfèrent rester purement et simplement indépendants et loin, on va dire, de ces contingences politiques, mais en tout cas, ils ne sont évidemment pas du tout en accord avec le clan d'Urshulgi, qui eux sont des vieux païens, magiciens, voilà, qui datent, on va dire, d'une époque qui, voilà, eux, c'est évidemment, ça rentre en conflit complet avec leur idéologie religieuse. On est d'accord. Voilà, donc il y a une partie du clan Assamite, il y a des Lasombra, donc là qu'on appelle désormais Lasombra. Avant les Lasombra qui faisaient partie de la Camarilla, on les appelait Lasombra anti-tribu. En comparaison avec les vrais Lasombra qui eux faisaient partie du Sabbat. Eux, quand le Sabbat évidemment c'est délité, les Lasombra ont pris leur clic et leur claque, ils se sont dit oh, bon, on va aller voir ailleurs si j'y suis. Donc ils ont de près ou de loin un petit peu intégré la Camarilla. Donc voilà, ils sont même, on va dire, plutôt bien là-dedans. Les autres clans que l'on connaît en indépendant, ben voilà, les Sétites sont donc devenus le Ministry. Les Ravnos sont quasiment tous disparus. Les Giovanni, pareil, ont pris une très grosse claque et est devenu donc le clan, enfin la famille, le clan Ekat, plus ou moins proche quand même de la Camarilla également. Les Chimis, bah, ils ont disparu un petit peu avec le Sabbat, on n'en sait pas trop, pas trop plus que trop. Mais ils existent toujours, hein, mais bon, voilà, ils sont vraiment portion congrue, pareil, et donc ils sont, je crois qu'ils sont décrits, hein. Mais évidemment, c'est plus très, enfin, ils sont pas décrits comme clan jouable. Là où les Lasombra le sont, ainsi que tous les autres que je vous ai cités. Donc pour l'instant, ça reste quelque peu dans le flou pour ce qui est des Chimis. Bon, à la limite, tant mieux, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez. C'était un gros problème, le clan de Chimis dans Vampire, d'une manière ou d'une autre. C'était très intéressant, les Chimis, justement, que j'adore, mais et les Lasombra aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça reste vraiment pénible à jouer, on va dire, assez correctement, parce que c'est vraiment des vampires complètement aliens, quoi, devrais-je dire, des vampires extraterrestres, et à plus d'un titre d'ailleurs, quand on connaît bien le BG. Donc, ça c'est la situation pour ce que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, ben voilà, maintenant vous avez un petit peu plus le panel, le panorama de ce qui existe. Et donc je vais pouvoir un peu plus passer maintenant au système de jeu. Et donc le système de jeu Vampire reste à peu près sur ses anciens principes de manière générale. Donc on va acheter des D10. Donc là c'est les D10 spéciaux, hein, qu'on peut acheter, on va dire, voilà, moi je les avais achetés en boîte comme ceci, mais elles sont aussi disponibles je crois chez Arcane Asylum, hein, ils ont des sets de dés aussi. Donc on va acheter des poignées de dés qui correspondent donc évidemment à la somme de attributs plus compétences. Donc voilà, ça c'est la feuille de personnage de vampire. Donc on a 9 attributs, donc force, dextérité, endurance ou constitution, charisme, manipulation, composure qui remplace apparence, intelligence, wits et resolve. Donc ils ont retiré perception et ils l'ont remplacé par resolve, donc c'est-à-dire c'est dur à trouver, comment dire, une traduction. Mais bon, globalement ça reste quand même 9 attributs plus donc une liste de compétences, donc athletics, brawl, craft, donc artisanat, drive, firearms, etc. Survie. Là il n'y a plus de catégories au niveau des skills, enfin plus de catégories telles qu'elles étaient avant, donc c'est-à-dire talent, compétences et savoir. Bon, elles sont toujours classées quand même dans cet esprit-là, mais c'est plus indiqué qu'il y en ait qui soient d'une catégorie ou d'une autre. Les disciplines, alors les disciplines, voilà, c'est donc les pouvoirs vampiriques, sont maintenant limités à 5.
même pour les plus anciens vampires. Bon, moins ça évite tout problème, parce que c'est vrai que les disciplines supérieures à 5 c'était un peu n'importe quoi et c'est devenait un peu ingérable. Ils ont quand même, voilà, moi je le reconnais, eu la volonté de relancer la donne sur le BG, mais également pour le système de jeu, de faire en sorte que le système soit, on va dire, plus facile à prendre en main par des nouveaux joueurs. C'est pour ça que je pense justement cette nouvelle édition est vraiment destinée à des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas Vampire. Et c'est eux, on va dire, qui je pense vont y trouver leur compte et leur intérêt, et très largement. Ça, il faut être assez clair là-dessus. Donc on prend notre brouette de dés, donc là ce sera un maximum 10 dés évidemment à lancer, hein, et on essaye donc de faire des 6 ou plus. Si on fait 10, on fait un double succès. Si on fait 6 ou plus que 6, on fait un succès. Voilà, ça c'est simple. Donc, et plus on fait évidemment de succès, mieux on va dire, meilleure sera notre qualité de réussite. On essaiera de faire plus de succès évidemment que son opposant pour réussir notre action si on sait une opposition, etc. Sur ce système-là, on reste simple. Après, de nouvelles petites choses. Donc on a toujours les points de volonté évidemment pour avoir des effets supplémentaires. Donc normalement, si je me souviens, parce que il ne faut pas que je me trompe par rapport aux anciennes éditions, donc je vais regarder dans l'écran, parce que normalement dans l'écran c'est donné. Alors, les dépenses de points de volonté. C'est pas résumé dans l'écran. Ah, je suis dégoûté. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc je ne sais plus. Normalement, les points de volonté avant dans l'ancienne édition permettaient d'avoir un succès automatique. Là, j'ai un doute. Je crois que ils permettent de lancer des dés supplémentaires, hein. C'est ça qui avait changé. Donc je vais rechercher ça rapidement si j'arrive à le faire. Donc Willpower 122. Tac tac tac. En direct. Voilà. Pour tester comment dire l'index. Voilà, je vais jusqu'au fond comment dire de ma critique. Donc les dice roll, teamwork, willpower. Ouais, c'est pour jeter à nouveau 3 dés sur un jet attribut et skill. Voilà, c'est ça. Oui, ça permet de rejeter 3 dés en fait. Maintenant, c'est plus un succès automatique. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas 3 dés supplémentaires, c'est 3 dés à relancer. Ça rééquilibre la chose. Moi je trouve que voilà, le succès automatique de la volonté, si vous aviez au moins un succès de manière automatique, c'était quand même plutôt pas mal. Bon voilà, après vous en jugerez. Et surtout la grosse différence, c'est que maintenant on ne gère plus, on va dire, un pool, une réserve de points de sang. On va faire un check, c'est-à-dire on va tester à chaque fois. Donc on a un dé particulier, donc le dé de faim, le dé de hunger, qui va nous dire si oui ou non en fait on a faim et où on risque la frénésie. Donc à chaque fois en fait qu'on va utiliser un pouvoir vampirique, on va jeter donc ce dé là, ou quand on va se réveiller au début de la nuit. Et donc évidemment en fonction du résultat du dé, donc là par contre il y a le tableau sur l'écran, je l'ai vu, et on jette en fait un certain nombre de dés en fonction évidemment de notre niveau. Donc sur le Hunger Dice justement, si on fait donc oh mince, si en plus je le perds, si on fait donc ce résultat ici, donc qui correspond au 10, c'est un succès, et c'est même un succès critique. Si on fait 6 ou plus, donc on fait les résultats, le symbole de l'anque, on a réussi, donc c'est bon. Et si on rate par contre, failure, on augmente en fait notre niveau de faim de 1, et ce qui fait qu'il y a un dé. Alors normalement les dés, comment dire, de faim vont se substituer dans notre pool de dés, donc il va falloir remplacer en fait les dés. Ça va nous permettre malgré tout de les utiliser, on va dire, comme des classiques au sein de notre pool pour justement réussir des actions et faire des choses extraordinaires. Le seul problème, c'est que évidemment, plus on va accumuler, plus on va faire de checks, plus on va dire la faim va augmenter. Donc le vampire va avoir un peu les crocs, c'est le cas de le dire, et il peut finir évidemment à faire donc une frénésie à cause du manque de sang. Donc la frénésie dite de faim. Voilà. Donc ça, c'est pour le système tel qu'il est mis en place. Moi, je trouve ça pas mal. C'est sur ce point-là où je dis qu'ils ont quand même bien réussi leur coup.
ça permet d'avoir, on va dire, quelque chose de vraiment solide, de clair, et de pas trop prise de tête, parce que c'est vrai qu'avant, faire ces comptes d'épicier de points de sang, quand on augmentait les attributs, quand on dépensait des points pour activer les disciplines, etc., c'était quand même un peu... Oulala. Voilà. Donc, ça, c'est pour, on va dire, les choses qui sont positives de mon point de vue, en tout cas en termes de système de jeu. Maintenant, ce qui m'a pas plu. Ce qui m'a pas plu, c'est purement et simplement la proposition ludique. Je m'explique. Voilà, Vampire, pour moi, c'est un jeu, on va dire, vraiment de fantastique contemporain, où concrètement, les joueurs vont jouer en fait donc, des vampires, donc des êtres torturés qui sont en proie donc, à une bête, à une faim, qui vont donc les obliger certes à se nourrir du sang des humains, mais ils sont aussi dans une structure où ils sont bien souvent, et c'est ça qui était décrié, on va dire, au sein de Vampire, des pions, des anciens qui sont censés, on va dire, leur servir voilà, de Kleenex, pour pas dire pire, de chair à canon, dans leur guerre. Ça, c'était, on va dire, le principe de base. Donc, c'était un carcan, on va dire, que certains supportaient, d'autres supportaient assez mal, qui ont fait que voilà, ils se sont détournés de Vampire assez vite parce qu'ils ont dit non, c'est un jeu qui est trop, on va dire, trop dirigiste, trop, voilà, qui ne convient pas du tout, on va dire, à ce qui me correspond. Sauf que voilà, beaucoup critiquaient aussi que Vampire, en tout cas le livre de base, n'avait pas de proposition ludique claire. C'est-à-dire que quand on se rassemble pour jouer à Vampire, qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue, on va dire, le Vampire plutôt romance gothique ou post-gothique? Est-ce qu'on joue donc voilà, le vampire politique? Est-ce qu'on joue donc le vampire, on va dire, en guerre, voilà, le conflit perpétuel? Est-ce qu'on joue, on va dire, le mystère occulte? Voilà, il y avait plein de propositions qui étaient possibles sur le vampire. Et donc là, on nous offre, on va dire, une solution, une proposition ludique de base qui, moi, ne me correspond pas. La cinquième que j'ai pas citée, la gestion de domaine, de chasse. Donc ça, de base, en fait, quand vous créez, on va dire, votre vampire, vous créez donc une coterie. Alors ça, à la limite, c'est bien, parce que c'était le problème déjà dans les anciennes éditions, c'est que le groupe formait un groupe vampirique, c'était souvent assez artificiel. C'est le prince a dit réunissez-vous et faites un truc pour moi. Bon, ça, c'était la solution, on va dire, de facilité. Certes, elle était artificielle et mal vécue, mais au moins elle avait le mérite voilà, de faire en sorte d'essayer de rassembler des clans qui étaient complètement d'ailleurs, on va dire, qui n'étaient pas capables de travailler ensemble. Faites travailler ensemble on va dire un gangrel, un tréméré et un malker et vous verrez à quel point c'est compliqué. Par exemple, hein, si on est vraiment dans les archétypes, on va dire, qui sortent un peu, voilà, qui sont, on va dire, un peu extrêmes dans chacun de leur, de leur constitution, si je puis dire. Donc, là, on nous propose de base, et c'est vraiment ça, moi, qui m'a cassé les genoux, hein, faut être clair. On crée la coterie, ça c'est bien, sauf qu'on vous assigne un domaine de chasse, et on va vous faire jouer, parce qu'il y a un système, on va dire, qui est prévu là-dessus, on va vous faire jouer justement comment dire, tout ce qui est l'aspect autour de la chasse, donc, et des relations que vous avez avec les humains dont vous sucez le sang tous les soirs. Voilà, il y en a, ça peut peut-être les intéresser, mais moi, dans Vampire, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Le faire jouer une fois, deux fois, pour voilà, montrer, on va dire, les aspects, on va dire, de, voilà, je me nourris, et ça me traumatise intérieurement. Il y a même, voilà, des victimes, voilà, qui sont proposées donc dans le troisième dans le deuxième et troisième de couverture. Il y a des listes, en fait, de victimes vampiriques, avec, on va dire, le type de résonance de sang, puisque donc chaque sang, on va dire, va être chargé d'une certaine émotion, et ça va donc avoir un impact en termes de jeu. Alors oui, c'est intéressant, enfin intéressant dans le sens, ça correspond, on va dire, à un aspect du jeu, mais c'est pas le mien, quoi. Moi, j'ai pas envie de maîtriser Vampire pour faire de la gestion de domaine de chasse, et jouer, comment dire, les relations au soir le soir, c'est le cas de le dire, entre les vampires et leurs victimes. C'est pas ce qui on va dire, m'intéresse le plus dans Vampire. Il y en a d'autres qui trouvent ça génial,
moi je dis très bien, si c'est ça qui vous correspond, je ne juge pas. Allez-y, mais moi, c'est pas le vampire que j'aime. Moi, le vampire que j'aime, c'est le vampire politique, le vampire avec de l'intrigue, comment dire, surnaturelle, mystique, occulte. Ça, c'est le vampire qui me correspond en tant que maître du jeu et que j'ai fait vivre, on va dire, à mes joueurs. J'ai fait même parfois donc du vampire militaire, donc avec de la guerre politique et de la guerre, on va dire, militaire sur le terrain, voilà, des prises de villes, des guerres, on va dire, contre les sectes, les sectes, on va dire, ennemies, donc voilà, guerre Camarilla Sabbat, Camarilla Anarch, Anarch Sabbat, j'ai fait tous les mix. C'est un vampire, voilà, comme je vous dis, depuis 91, enfin, j'ai commencé vraiment à le maîtriser de manière régulière à partir de 95. Donc voilà, Vampire, c'est un jeu, j'en ai soupé, comme dirait l'autre. Mais voilà, moi, cette proposition-là me convient pas du tout. Mais si vous, c'est votre truc, la chose est bien faite. Il n'y a pas de doute. Vous aurez votre dose d'émotions fortes face voilà, à la nature du vampire qui va donc voir ce que c'est, qui va comprendre en termes de système et en termes de roleplay ce que c'est, comment dire, que se nourrir sur une victime humaine avec qui il va pouvoir développer des relations, avec qui il va y avoir des soucis, etc. Et la gestion donc de votre domaine de chasse. Voilà. Et après, bah, vous avez la possibilité de faire d'autres intrigues. Donc si ça tourne autour d'intrigues, on va dire, conflictuelles, relationnelles, avec d'autres humains ou d'autres vampires, pareil, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est voilà, que les joueurs aient un impact dans l'univers, dans l'évolution de l'univers, à travers justement tout l'aspect histoire, on va dire, des vampires, histoire occulte, mystique, et évidemment les problèmes politiques et militaires qui sous-jacents, donc voilà, le contrôle de territoire, mais gros territoire, pas seulement votre territoire de chasse. Ça, voilà, ça c'est ce qui me correspond beaucoup plus. Donc ça, c'est dit. Mais voilà, le système existe et on peut dire que voilà, pour la création de la coterie, c'est un point très positif. Et pour donc la gestion du domaine de chasse, c'est très bien aussi. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à dire sur, on va dire, de manière générale. Maintenant, je vais pouvoir passer à la revue complète de la gamme, du moins de ce que je possède. Donc je vous ai déjà montré le journal de Beckett, j'y reviens pas. Le livre de base de Vampire, donc, qui lui est un gros bouquin de combien de pages, de ouais, quasiment 400 pages, où donc on a tout ce qu'il faut. Alors, il y en a beaucoup qui ont hurlé par rapport au choix esthétique. Et en effet, il y a des photos. Bon, il y avait déjà des photos avant, c'était des photos retouchées, hein. Les anciennes illustrations mythiques de Tom Bradstreet. Et c'était des photos déjà qui étaient reprises, on va dire, au crayon. Là, c'est carrément des photos. Avec, on va dire, voilà, ça peut paraître, on va dire, assez particulier, mais ça reste néanmoins des photos qui, esthétiquement parlant, c'est bien fait. Hein. Bon, après, on peut peut-être ne pas y trouver son compte. Je le conçois complètement. Mais les illustrations restent malgré tout très très belles de mon point de vue. Elles sont en accord avec l'ambiance en question. Justement, c'est quand je cherche une de ces photos que je ne la trouve pas, mais je sais qu'il y a des photos. Bon, ça me viendra peut-être, on va dire, avec... voilà. On a également pour chaque clan vampirique un peu un style vestimentaire qui est proposé. Je trouve ça assez... ouais, c'est étrange, mais bon, voilà, par exemple, c'est une photo. Donc voilà, le côté esthétique peut-être avoir rebuté certains. Moi, ce que j'aime évidemment pas non plus, c'est de présenter le BG à travers des documents. Donc voilà, tout le BG de Vampire, de près ou de loin, est présenté à travers donc des lettres, des échanges comment dire, ouais, de documents, quoi, de dossiers, voilà, vous avez vraiment tout ça. Alors c'est très bien pour l'ambiance, ça il n'y a pas de doute, mais quand en tant que maître du jeu vous avez besoin de retrouver une information précise sur le BG, bah là c'est mort. Franchement, c'était où, c'était dans quelle lettre, dans quel document. Surtout que là c'est vraiment très dense, donc ça fait un peu fouillis.
Donc ça va être un peu compliqué d'y retrouver la chose. Donc là déjà, on ouvre donc le bouquin sur la présentation du BG, donc sur donc une trentaine de pages. Après, les concepts du jeu. Donc voilà, on vous dit comment le jeu et ce que le jeu propose. Donc là, on a vraiment la proposition ludique telle que moi je voulais exposer. Ensuite, on a un chapitre donc sur la société vampirique. Donc là, on va nous dire comment évidemment la société vampirique. Voilà, donc dont un chapitre évidemment sur la mode des Kindred. Alors c'est parce qu'il y avait, d'après ce que j'ai compris, l'un des concepteurs, des conceptrices d'ailleurs, qui était on va dire une styliste je crois, qui a donc du coup vraiment mis son grain de sel et qui a donné vraiment le côté fashion justement moderne du vampire comme point d'intérêt central on va dire dans l'iconographie qu'ils ont voulu donner au jeu. Le lexique, évidemment, donc avec un lexique vraiment très spécifique. La description donc des clans. Donc là, vous allez avoir la description donc des Brujas. Donc c'est sur 4 pages. Hein. Les gangrels, donc qui ne font plus partie de la Camarilla, mais le clan est décrit malgré tout. Il y a quelques gangrels qui sont restés au sein de la Camarilla. Les Malkavians, toujours aussi cinglés. Avec à chaque fois, donc on nous décrit évidemment les différents archétypes pour créer des personnages, leur discipline, comme d'habitude, hein, donc ils ont chacun 3 disciplines de base. Voilà, les Nosferatu, évidemment. Donc les Toréadors, les Trémérés qui existent encore, et donc les Ventrous, voilà, les fameux sangs bleus. Voilà, donc là par exemple, une photo qui a fait quelque peu polémique. C'est un peu, voilà, c'est un peu connoté quoi. On verrait ça plutôt que voilà, les caïtifs. Si vous aimez les soirées échangistes et les soirées SM, je crois que vous êtes servis. Et les sangs clairs, sangs faibles. Donc là, c'est les vampires donc au-delà de la 14e, 15e génération. Voilà, ça existe. Et donc ils ont d'ailleurs accès à des pouvoirs particuliers, quoi. Ils ont des rituels, une thaumaturgie qui leur est, donc c'est-à-dire une magie qui leur est spécifique. Donc voilà, on a la description de tous ces clans là, donc c'est-à-dire tous les anciens clans de la Camarilla plus donc les 100 clans et les 100 faibles qui sont donc jouables visiblement dans la version de base. Après il y en a qui sont décrits évidemment dans les suppléments. Donc on est, on va dire, dans les 5 clans de la Camarilla, voilà, autour de clans très politiques, donc c'est-à-dire les Toréadors et Ventrous. Ventrous, donc c'est les rois, hein, les sangs bleus des vampires, les dirigeants. Les Toréadors, donc eux, ce sont plus, on va dire, donc le clan social évidemment, qui est là pour organiser la vie sociale des vampires, qui sont donc des amateurs évidemment d'art, qui sont des esthètes, voilà, qui aiment autant être à la fois des critiques que des producteurs d'art, enfin plus des critiques d'ailleurs que des producteurs d'art. Donc les Trémérés restent donc là ont plus un statut de mercenaires, mais bon, ils sont malgré tout extrêmement utiles parce que voilà, c'est les seuls à pratiquer la thaumaturgie et donc à pouvoir défendre les autres vampires et en particulier les vampires de la Camarilla des menaces mystiques, mystico-magiques, et puis donc ils ont des moyens avec avec la magie de protéger également, de faire de la surveillance entre guillemets, voilà, et également aussi du renseignement. Les Nosferatu, donc le clan évidemment des vampires, on va dire, qui ont pris qui comme ils sont maudits et ont donc une apparence horrible, ont été obligés évidemment de se cacher dans les souterrains des cités, dans les lieux les plus sombres, et qui sont eux aussi donc des as de l'espionnage et du renseignement, qui sont là pour également protéger, on va dire, les intérêts de la Camarilla. Et donc les Malkavians qui eux sont complètement cinglés, mais qui malheureusement au sein de leurs paroles incompréhensibles, parfois il y a des petites choses qui peuvent prévenir, on va dire, de ce qui se passe. Voilà, ils ont quand même une vision un peu particulière de la situation. Et donc il faut parfois quand même les écouter, au-delà du fait qu'ils font pas mal de bêtises en société. Après, donc, on vous décrit les règles. Voilà, bon, j'ai oublié, c'est vrai, mais les caïtifs, c'est les 100 clans, donc eux ils sont assez mal vus, puisque voilà, on ne connaît pas leurs ascendances. Donc ils sont beaucoup plus à intégrer. Et les 100 faibles sont eux très très mal vus, parce que ils sont un signe de la fin des temps. Donc voilà, donc c'est quand même assez compliqué, hein. Il reste quand même des choses assez qui peuvent poser problème, dans la mesure où voilà, certaines choses qui sont proposées dans le livre de base,
vont être quand même beaucoup plus durs à intégrer, surtout dans un contexte camariste, moins dans un contexte anarque. Donc c'est vous qui verrez comment comment on va dire gérer ce genre de choses. Donc comme je disais, on décrit le système de base, donc tous les aspects du système dont je vous ai parlé, voilà, avec des exemples. Voilà. Ensuite, on en arrive page 133 à la création de personnages, donc avec un sommaire de la création. Voilà, donc on va déjà faire une séance 0, hein, c'est ce qui est assez conseillé pour créer donc, un groupe cohérent, donc ce qu'on appelle une coterie, par rapport on va dire à la chronique, qui est donc la campagne à Vampire s'appelle la chronique. Là on va établir un schéma relationnel entre les différents personnages pour comprendre un peu comment tout ça se goupille, donc ce qu'on appelle la relation map, c'est devenu très classique. Hein. Donc là, évidemment, dans Vampire, il propose évidemment cet outil de relation map, donc entre les personnages du groupe et entre les différents PNJ, qu'on aura développé évidemment avec la création de personnages. C'est prévu. Donc justement, en particulier, les proies sur lesquelles ils se nourrissent, hein, qui en font partie, comme je le disais. Voilà, il y a évidemment des pages sommaires de tous les traits évidemment que vous avez à choisir. Donc voilà, la description de tous les traits, donc ça il y en a des pages et des pages. Voilà, avec toujours des illustrations, donc vous en jugerez hein, si ça vous plaît. Voilà, il y en a quand même, voilà, c'est encore une photo. Donc il y a des choses assez, on va dire, innovantes, osées, des choses beaucoup plus classiques. Voilà, donc là c'est par exemple beaucoup plus classique. Donc après, on a donc le type de prédateur, les avantages également, donc, parce qu'on a quand même un système d'avantages, pas de désavantages mais d'avantages. Les backgrounds, donc les historiques de coterie aussi, donc en tant que groupe, vous avez évidemment un background que vous pouvez définir, donc un certain nombre de points à dépenser. Voilà. Après, la nature du vampire, et les systèmes liés, on va dire justement donc à la frénésie, la faim, le feu, le soleil, etc. Tout ça, vous avez voilà, comment utiliser le sang, donc voilà, les différentes règles liées justement à l'utilisation du sang. Et donc, après, donc, il doit y avoir probablement la description complète de toutes les disciplines. Voilà, la résonance aussi. Non, la description des disciplines, c'est pas encore là. State of the Nation. Donc là, c'est les relations, on va dire, entre les vampires. Donc là, l'humanité, voilà, le combat contre la bête, la diablerie, etc. Le lien du sang, tout vous est également décrit. Donc ça fait partie aussi donc, des relations entre les vampires. Et enfin, donc voilà, je cherchais cela, la description donc de toutes les disciplines. Donc assez classique, hein, donc on retrouve l'animalisme, donc la discipline pour interagir avec la bête et interagir avec les animaux, l'ospex, donc les sens exacerbés, la célérité, qui a été revue une énième fois pour être, on va dire, un peu plus jouable dans le cadre du jeu, la domination, qui reste puissante sans l'être trop, donc la fortitude, on va dire la force d'âme, comme on appelait ça à l'époque, l'obfuscate, donc la dissimulation, la potence, la force surnaturelle, la présence, le protéane, donc la discipline qui permet de se transformer en animal et de prendre des traits animaux, la blood sorcery, donc la sorcellerie du sang, qui est donc spécifique aux Trémérés, les rituels qui sont attenants, évidemment, la Thin Blood Alchemy, donc l'alchimie du sang faible, donc comme je vous disais, ils ont une discipline qui leur est spécifique. Donc, par contre, il faut pouvoir jouer des sangs faibles. Et après, on nous décrit, comme d'habitude, les systèmes avancés, donc les systèmes étendus, les conflits, donc le système de combat, hein, purement et simplement, hein, le combat physique, voilà, le combat social aussi, hein, on a aussi ça, le système donc de chasse également. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez voilà, développer cet aspect dans le jeu. La ville, ensuite, donc un chapitre sur le cadre urbain dans lequel vous allez placer vos chroniques. Donc on vous dit comment ça fonctionne, ce qu'il y a, on va dire l'atmosphère qui se dégage de la ville, l'ambiance que vous allez mettre en place, etc. Donc ça c'est pour vous aider, voilà. Et après donc le chapitre sur la chronique. Donc comment bâtir votre campagne de vampire, tous les conseils qui sont plutôt pertinents, hein,
ça il n'y a pas de doute, qui permettront en tout cas à des joueurs nouveaux dans Vampire, ça leur permettra en tout cas de se mettre, on va dire, le pied à l'étrier de belle manière. Voilà. Et après, on vous propose donc des thématiques de campagne, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est, on va dire, les vampires qui sont chassés, les vampires qui sont face à l'Inquisition, etc. Et on termine sur des outils à la fin. Donc les antagonistes, voilà, vous avez d'ailleurs en plus à la fin, voilà, c'est carrément des photos de leur GN Vampire, puisque donc voilà, c'était une boîte suédoise hein, qui gérait la chose. Et donc il y a des photos carrément de leur GN qui sont reprises dans le bouquin. Et une chose dont j'ai oublié de vous parler, mais qui était pourtant, donc il y a aussi des équipements, etc., hein, des artefacts, donc, voilà, c'est anecdotique. Il y a ce qu'on appelle donc les lore sheets, qui sont extrêmement intéressantes. C'est un système que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc vous avez la possibilité évidemment d'acheter des backgrounds. Et là vous avez l'occasion, grâce à ces lore sheets, de lier comment dire, les personnages à des aspects comment dire, donc de l'univers de Vampire, à des aspects du background. Donc voilà, vous avez par exemple l'aspect, vous pouvez être de près ou de loin lié à Théobald, donc le fameux chef anarque maintenant, puisqu'il n'est plus Justica, lié par exemple aussi à Karna, aux hérésies caïnites, à la convention de Thorns, à la première Inquisition, au Golconda, donc c'est-à-dire la quête mystique que suit un vampire pour tenter de retrouver, on va dire, son humanité, être un descendant d'Ardestadt, un descendant d'Hélène de Troie, la Trinité, les vétérans de la guerre secrète, enfin de la guerre des sectes, la nuit, comment dire, voilà. La nuit, comment dire, de cauchemar aussi, donc les événements qui ont eu lieu fin 99 où on a cru que la GN allait avoir lieu, mais non. Voilà, et on termine donc le livre par un index. Donc franchement, ces idées de lore sheet, moi j'ai trouvé ça super intéressant d'intégrer, comment dire, comme ça les aspects de background dans directement le background des PJ à travers un certain nombre de points et de propositions. Il y en a d'autres également aussi dans les suppléments. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà. Donc le livre est assez complet. Il manque juste, on va dire, évidemment un scénario. Mais vous me direz, à Vampire, le scénario, je suis désolé, mais il faut le faire vous-même, hein, parce que vous allez faire le scénario en fonction des joueurs. Ce qui veut dire que tout ce qu'on peut vous proposer en termes de scénario et de campagne à Vampire, ça nécessite toujours, quoi qu'il arrive, de l'adapter à votre groupe de joueurs. Donc, à la fois, c'est un avantage, mais aussi un désavantage. On va dire un avantage parce que ça permet d'être au plus proche évidemment aussi des joueurs et de les impliquer mieux, mais un désavantage parce que voilà, ça permet pas d'adapter tous les scénarios qui vous sont proposés à votre groupe de joueurs facilement, faut être clair. Ça ne permet pas, surtout aux débutants, d'avoir vraiment quelque chose de clé en main. C'est pas possible, à part avec ce que je vais vous montrer à travers les suppléments. Donc deuxième supplément qui était proposé, donc c'est l'écran. Voilà, donc vous avez l'écran 4 volets en béton armé Vampire, donc avec une direction artistique de la même manière que certains trouveront bizarre, étrange, innovant. Moi je le trouve pas magnifique, hein, loin de là. Mais bon, voilà, il y a ce qu'il faut, donc visiblement il manquait quand même certains aspects, comment dire, du système, donc en particulier la dépense de points de willpower qui n'était pas résumé dessus. Mais bon, il y a le reste, hein, le reste y est. Donc voilà, vous avez l'écran et dans le pack écran, il y avait également donc la jaquette de présentation, la fameuse, et donc il s'appelle outil du meneur, hein, outil du compteur en français. Donc un livret avec dedans toujours des conseils pour faire votre chronique, avoir donc également donc encore des victimes. Donc il y en avait 50 sur le livre. Là vous avez 100 victimes qu'on pousse le vice jusqu'au bout. C'est voilà, tu vas te nourrir, t'inquiète, j'ai un truc qui traîne. Donc on utilise les dés à 10 faces pour faire un dé pourcentage. Et on va te trouver des victimes. Voilà, des victimes à pouvoir sucer joyeusement. Donc voilà, c'est utile si vraiment vous voulez développer cet aspect. Il n'y a pas que les victimes, hein. Il y a aussi des omen, c'est-à-dire donc des signes, des signes avant-coureurs, hein, qui vous sont proposés. Il y a des lieux aussi.
qui vous sont proposés, des lieux, on va dire, pour mettre en place des scènes, donc 100 sites. Ah, ça, ça brille un peu à la caméra, j'en suis désolé. Et donc 50 omens, voilà, donc des signes. Oui, je le traduis par signes, hein, enfin, vous comprendez, c'est des signes, des signes prophétiques, si je puis dire. Après les deux suppléments, on va dire, qui étaient parus ensemble, qui sont extrêmement intéressants. Donc tout ce que je vous ai montré pour l'instant est en français, ça c'est en français aussi. Donc le livre de la Camarilla, le livre des anarques. Alors, des livres intéressants pour apporter évidemment des précisions sur chacune donc, des deux groupes politiques ou sectes. Voilà, toujours avec donc des photos. Donc on est toujours quand même encore dans ces suppléments-là, dans la même logique de présentation, de qualité esthétique et de choix éditorial et esthétique. Donc là, on nous décrit évidemment l'histoire donc de la Camarilla, comment ils ont donc vécu, comment ils se placent, on va dire, dans la guerre au niveau de la GN, qu'ils nient hein, purement et simplement. Il faut être clair là-dessus. La seconde inquisition, comment ils y ont évidemment aussi réagi. Le système, évidemment, donc les différents systèmes de loyauté et d'ordre, donc les liens, évidemment, que peuvent avoir les vampires entre eux à travers le lien du sang, la coterie, la justice, donc l'institution du mariage de sang dont je vous parlais, qui est quelque chose qui a été développé, que je trouve assez intéressant tout de même. Donc, les différentes institutions et les titres donc au sein des domaines gérés par la Camarilla, donc le prince, le sénéchal, le conseil des primogènes, donc c'est-à-dire les plus anciens vampires qui dirigent, on va dire, le conseil de la ville, le shérif, donc qui est on va dire la police, si je puis dire, le gardien de l'Elysium, évidemment, qui est là aussi pour organiser la vie des vampires, et donc avec les harpies aussi, qui vont donc vous faire vos réputations, et après la description évidemment d'exemples de villes qui sont encore aux mains de la Camarilla, donc Berlin, Budapest, Bruxelles, Le Caire, Chicago, Constantinople, Dubaï, Jérusalem, Londres, pas pour longtemps peut-être, Miami, Paris, Rio de Janeiro, Prague, Stockholm, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Venise et Vienne. Voilà. Les différents clans qui composent évidemment aussi la Camarilla, un peu plus on va dire en détail, avec justement les Banu Hakim, qui est le nouveau nom des Assamites, les clans, les anarques évidemment aussi, leur relation avec la Camarilla, et aussi les anarques qui sont quand même une composante de la Camarilla, parce qu'il y a des anarques dans la Camarilla. Oui, oui, oui. Les clans, donc Bruja et Gangrel, donc c'était le conclave visiblement de Prague. Alors c'était à Prague hein, que ça s'est passé, je crois. J'étais persuadé que c'était à Berlin, mais c'est possible que ce soit à Prague, oui. Les sangs faibles, voilà, et après donc le sabbat, un petit chapitre, il n'y a pas grand chose hein, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a du sabbat, il n'y a pas grand chose. Et donc les lore sheets, ce qui veut donc dire que vous avez des feuilles en fait de background pour évidemment lier vos personnages à des sujets, à des thématiques camaristes. Donc Fatima, la Samite, la Banu Hakim, qui fait partie donc, de la Camarilla justement. Je crois qu'elle en fait partie actuellement. C'est assez compliqué. Le vantage le lignage des Ventrous purs, le culte de Mitra, donc le prince de Londres, la pyramide, et Victoria H, celle qu'on aime détester. Voilà. Et donc sur le même modèle, vous avez les anarques. Donc pareil, hein, vous avez là tout est vu beaucoup plus, on va dire, dans ce livret. Alors dans celui de la Camarilla, c'est moins. Mais ils ont encore ce même problème à vous développer, on va dire, le BG à travers des documents, on va dire, de seconde main, enfin, c'est-à-dire des documents qui ne sont pas factuels, qui sont, on va dire, comment on dit, le terme littéraire ne me revient pas. En tout cas, voilà, là, tout est décrit, tous les sujets, en fait, autour des anarques sont vus comme vraiment des reportages, des documentaires, des lettres, etc. Et franchement, pour le MJ, alors c'est bien, comme je vous ai dit, pour l'ambiance, mais pour retrouver une information en tant que MJ, c'est vraiment la misère. Moi, je trouve en tout cas que c'est pénible.
Moi, j'aime pas la manière dont, en tout cas, c'est présenté parce que bah, c'est pas utile. Enfin, c'est pas des suppléments, comment dire, que vous aurez facilement à pouvoir, on va dire, traiter et pouvoir, en tout cas, y rechercher une information en cours de jeu, sauf les informations techniques, évidemment, sujettes voilà, au clan. Là, par exemple, là, dans celui-là, les informations sur les Assamites, sur les Banu Hakim, voilà, elles sont à la fin. Bon, on pourra avoir les détails sur leur discipline spécifique, voilà, ça c'est bon. Mais les infos de background, retrouver un nom, retrouver une situation, retrouver une date, quelque chose, ça sera vraiment pas évident. Bon, c'est tout. Quand vous aurez eu une lecture, on va dire, assez on va dire, fluide, agréable, on va dire, de tous les documents, même si bon, ils sont quand même présentés sous des formes assez particulières. Hein, donc voilà, vous avez vraiment plein de types de documents, plein voilà, qui vous sont présentés. Euh, Vous pourrez, on va dire, avoir une bonne vision d'ensemble de la chose, mais petit point le détail, ça va être beaucoup plus dur à retrouver. Voilà, en plus, ils font quand même en sorte voilà, de présenter ça avec différents types de mise en page, de, de ton, de niveau on va dire, de niveau de lecture, enfin de niveau surtout d'écriture. Donc évidemment, c'est pas forcément toujours facile. Mais bon, par contre, voilà, tout le mouvement anarque est passé en revue, je dirais, voilà, de par le monde, avec toutes les thématiques. Donc ça, c'est franchement, le supplément est quand même intéressant. Hein. Mais voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en retire. Voilà, Théobel, par exemple. Qu'est-ce qu'on en retire Quelles sont les informations importantes Soit vous prenez des notes, soit sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, une fois qu'on a vu, on va dire, tout en termes de description, voilà, d'idéologie, des différentes idéologies du mouvement, des différentes situations de par le monde, justement des anarches, de leurs conflits, etc. On a donc évidemment la description du clan Broura de manière détaillée, ainsi que la description donc, du clan Gangrel, ainsi que des caïtifs. Et euh, évidemment, un petit point sur les clans qui sont passés chez les anarches, donc quelques Malkaves, quelques Nosfé, quelques Torador, quelques Tréméré, quelques Ventrou. La description également donc, du Ministry qui de près ou de loin a un peu rejoint les anarches. Donc le Ministry, je le rappelle, c'est les Sétites, hein, c'est les enfants de Seth ou suivants de Seth. Qui font donc partie de la Camarilla. Donc là, leur discipline Serpentis a disparu, a été remplacée par Protéane. C'est bête. Bon, c'est tout. Moi j'aimais bien Serpentis, bon, même si c'était un peu cheaté, hein, quand même, faut quand même le reconnaître. Mais bon, pour simplifier le système, ils n'ont pas revu, en fait, refait une nouvelle discipline. Et après, donc, les fameuses lore sheets qui sont là pour clore le supplément. Donc Salvatore Garcia, qui est lié donc, à un PNJ extrêmement important, un idéologue et chef du mouvement anarque, justement, à Los Angeles, dans les États libres anarques. Agatha Starek, là, je ne m'en souviens plus, Esha Rudazé, donc qui est un sétite extrêmement important aussi. L'église de Seth, les descendants donc, de Xaviar, voilà, le justicard, justement Gangrel, qui était donc, voilà, dans la base d'opération, c'était la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Les descendants de Tyler, donc Tyler qui est celle qui a mené, on va dire, la première révolte anarque, donc qui est une vampire très importante de Chicago. Les ruines de Carthage, voilà, et la révolte anarque, avec toujours donc une photo, voilà, toujours ces fameuses photos. Donc deux suppléments qui existent en français, que je vous conseille quand même, parce que y a pas mal d'informations. Le problème sera, comme je vous l'ai dit, pour retrouver les informations en cas de nécessité. Après, on attaque le gros du pavé, donc là c'est dans vraiment l'ordre. Donc Chicago by Night, je pense que voilà, dès qu'il va sortir en français, parce qu'il ne l'est pas encore, il est prêt. Il est dans les starting blocks, vraiment Arcane n'a pas plus qu'à avoir le feu vert pour pouvoir le sortir. Vraiment voilà, le digne héritier du fameux supplément de la première édition, donc 360 pages, une campagne clé en main complète, mais campagne on va dire complètement bac à sable, qui n'est pas écrite, hein. C'est la description de la ville, la description de ces Kainites, mythiques, de cette lutte, on va dire, sempiternelle entre deux Mathusalem qui continue, comment dire, à travers les âges, donc la lutte entre
entre Ménélet et Helena, hein, voilà, les deux arcs-ennemis de la guerre de la guerre de Troie. Qui continuent, on va dire, à se livrer bataille à travers leurs pions donc, à Chicago. Donc ça, c'était vraiment le setting mythique de Vampire V1 qui donc là est revu et qui est extrêmement dense, très très bien vu. Donc avec toujours voilà, des lore sheets également pour pouvoir vraiment faire en sorte que vos personnages soient vraiment liés, comment dire, au background local, à travers donc les personnages importants, Annabelle, la primogène Torador, Ballard, le primogène Ventrue. Donc là, le prince évidemment a changé. Donc dans la première édition, c'était Lodin. Après, il y a eu une longue vacance du pouvoir. Donc là, c'est Jackson, je crois, le le nouveau prince. C'est un Ventrue aussi, un descendant de Lodin, mais donc c'est voilà, c'est un peu le gangsta afro-américain, on va dire, du coin qui règne en maître. Et donc, je crois qu'il s'appelle Jackson. Hein. Là, c'est donc Horatio Ballard. Il aurait bien voulu pourtant. Ouais, Kevin Jackson, ouais, c'est bien ça. Qui qui fait vraiment figure voilà, de producteur de rap américain, un peu gangster, un peu baron de la drogue, ça fait un peu ça. C'est un peu cliché, mais bon, voilà, le personnage était comme ça à la base. Hein, donc voilà, on a la description donc de la ville, de tous les clans qui la composent. Donc les règles spécifiques à la ville, hein, puisque la ville de Chicago suit évidemment les règles de la Camarilla, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle donc les litanies de sang, donc avec la mascarade en particulier. Hein, donc si ça s'appelle vampire, la mascarade, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont censés quand même cacher l'existence des vampires aux humains pour ne pas se prendre, on va dire, une tempête de merde sur la tête et se faire complètement éradiquer. Donc voilà, on vous décrit la ville quartier par quartier, donc la ville de Chicago évidemment. Les différents clans qui composent comment dire, la chose. Donc on a les Lasombra justement. Donc normalement c'est dans ce supplément là, si je ne m'abuse, que les Lasombra sont décrits. Oui c'est ça, hein, je crois qu'ils sont décrits, comment dire, justement là-dedans. Donc on a après les différents clans et leur PNJ majeur, les différentes coteries, donc avec les schémas de coterie, les lore sheets comme je vous disais. Les Lasombra, donc oui c'est bien ça, qui sont décrits avec leur discipline spécifique Oblivion. Donc ils ont changé le nom, c'était Obténévration avant. Et après donc un chapitre donc sur comment bâtir sa chronique et 313. J'ai dit une bêtise, il y a peut-être quand même un scénario qui est dedans. Je ne m'en souvenais plus, j'avoue. 313, c'est un scénar ça. Ah oui, donc oui, c'est bel et bien un scénario qui permet d'introduire, on va dire, le clan Lasombra, justement, dans le comment ça s'appelle dans le background, en fait, de Chicago et de la Camarilla. Donc oui, j'avais pu souvenir qu'il y avait un scénario. C'est tellement peu, on va dire, commun de voir des scénarios dans Vampire que, que j'en avais complètement oublié la chose. Bon, c'est assez, je dirais, c'est plutôt pour jouer une sorte d'event. Hein. C'est pas une chronique, on va dire, adaptée à vos personnages. C'est voilà, il va se passer un événement et vos joueurs vont être, on va dire, témoins de cet événement de près ou de loin qui va changer le BG. Quoi. Voilà, on est plus dans cette optique-là. Voilà, donc il va falloir l'adapter quand même à votre groupe, et ça au moins heureusement le livre est fait de telle manière que ça permet en fait de créer une campagne vraiment cousu main pour justement votre groupe de joueurs. Après, supplément encore, Fall of London. Donc là on est sur vraiment une campagne, donc là oui c'est une campagne qui est prévue avec des personnages pré-tirés. Une campagne qui doit faire donc, oh là là, comme d'habitude, la pagination donc dans les 260 pages. Là donc, on vous propose des personnages pré-tirés. Voilà, vous avez une map une carte du centre de Londres, évidemment. Qui est, voilà, je trouve qu'elle est pas super, hein, super jolie, elle est à peu près lisible. On vous décrit évidemment donc Londres, le minimum,
Et techniquement, voilà, vous avez donc, comme je le disais, des personnages pré-tirés qui eux donc ont déjà un BG, qui vont donc déjà être sujets aussi à des flashbacks. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser les personnages qui sont proposés. Donc il y en a un, 2, 3, 4, 5. 5 personnages. Donc voilà, c'est une campagne vraiment qui est prévue pour 5 personnages. Donc celle-là, elle existe en français. Donc le principe évidemment c'est qu'on va jouer, comme son nom l'indique, la chute de Londres. Donc est-ce que la ville de Londres va purement et simplement tomber alors qu'elle est donc pour l'instant entre les mains de la Camarilla, de la reine Anne, voilà, qui règne on va dire en lieu et place de Mithras, qui est le prince mythique de Londres qui a disparu déjà depuis pas mal d'années. Sauf que là donc les PJ, donc attention spoiler, sont évidemment sont pas forcément des descendants de Mithras, mais sont des proches de Mithras à travers son culte, le culte qui lui est rendu, puisqu'il y a des cultes qui sont rendus à de puissants, comment dire, Mathusalem, Methuselah. Et donc, ils vont être là, en fait, pour, d'une certaine manière, permettre justement le retour de Mithras, ou pas. Sauf que, voilà, comment dire, le postulat de base est un peu bancal, enfin un peu bancal, un peu surrané, à mesure où ils vont se réveiller, ils vont devoir aller rassembler donc, des objets pour faire un rituel qui va permettre justement, on va dire, de restaurer la puissance donc, du prince qui fait dodo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, certains ont trouvé en effet, à juste titre, que on va dire la mise en bouche, si je puis dire, en tout cas la manière dont étaient introduits les joueurs dans la campagne était un peu faible, je le conçois. Mais autour de ça, en dehors de ça, les personnages sont vraiment impliqués par leur background, par leur flashback, et les systèmes de flashback qui vont avoir lieu dans la campagne. Et on vous propose évidemment plus que cela. C'est plus que aller récupérer et rassembler des objets mythiques. J'avais retrouvé, on va dire, à quoi ressemblaient les objets. D'ailleurs, il y a un dessin à un moment dans le livre vous présente les objets qu'on doit rassembler. Bon, je spoil pas trop dans la mesure où les joueurs le savent vraiment à la base. Hein, on commence quelque peu comme ça, la campagne. J'arrive pas à les retrouver, c'est terrible. Donc, voilà, une campagne donc c'est 4-5 chapitres. C'est-à-dire une introduction, trois grosses parties et je crois un épilogue, on va dire, en signe, voilà, les fameux objets qui vont devoir, voilà, et le rituel. Donc le bonnet phrygien, parce que Mitra est un ancien esclave qui s'est libéré, donc il a un bonnet qui symbolisait, on va dire, son affranchissement. C'est ça, c'était le symbole du bonnet phrygien, d'ailleurs, voilà, pour ceux qui aiment l'histoire et qui se rappellent de ce symbole que portaient nos sans-culottes pendant la Révolution. Voilà, la symbolique vient de là. Et donc, autour vraiment de ce principe voilà, qui est assez éculé quand même en jeu de rôle, donc de rassembler des objets, ils vont quand même avoir la possibilité vraiment de rencontrer des PNJ majeurs de la ville et vraiment de faire bouger les lignes et d'avoir une véritable influence sur la destinée de Londres et peut-être donc d'éviter que la ville ne tombe justement entre des mains ennemies. Voilà, ne tombe aux anarches, hein, purement c'est les anarches hein, de toute façon qui vont essayer de reprendre la ville. Donc une campagne clé en main, là cette fois-ci, puisque vous avez les pré-tirés et tout le BG et tout, on va dire, le déroulé de la campagne. Sauf que là, voilà, il n'y a pas le choix, hein, vous devez jouer les pré-tirés. Sinon, le boulot à faire pour pouvoir intégrer vos propres personnages, ça va être vraiment trop compliqué. Vraiment. Enfin, du moins, vous allez être obligé de changer énormément de choses ou de faire des coupes ou on va dire des choix que vos joueurs vont pas apprécier, quoi. Ça va être extrêmement dirigiste. Et là, déjà, dans cette optique-là, c'est quand même assez dirigiste à la base. Après, on est plus sur une structure qui est beaucoup plus lâche, beaucoup plus, on va dire, bac à sable, donc où ils vont pouvoir aller et faire les choses de la manière qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, de la manière la plus libre qu'ils soient, même si la liberté en jeu de rôle n'est une illusion, nous le savons bien. Le dernier supplément en date que j'ai réussi à acquérir, et ça n'a pas été évident cette histoire, donc Sabbath the Black Hand, j'ai déjà un petit peu chroniqué dans un live.
Donc un bon supplément, vraiment. Moi je m'attendais pas à ce qu'il ressorte, puisque ce qui ressort pour en dire quelque chose sur le sabbat, dans la mesure où justement le sabbat avait été quelque peu écarté dans le nouveau background. Et s'ils l'ont fait, sauf qu'ils l'ont fait d'une manière, on va dire, qui va à la fois faire rager les anciens joueurs comme moi, mais qui va se dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant aussi? Parce que là, c'est purement et simplement un guide de mise en scène, mais vraiment de mise en scène. C'est-à-dire qu'on va avoir peu d'éléments sur l'histoire du sabbat, sur, on va dire, la raison d'être du sabbat. Bon, on a le minimum. Et le but, c'est pas de. Ils ont vraiment fait le supplément, pas dans l'optique que ce soit un supplément pour jouer des PJ du sabbat. C'est possible, hein. Si vous connaissez bien Vampire, vous allez pouvoir le faire, évidemment. Par contre, il vous manquera des éléments qu'il faudra aller piocher probablement dans les anciens suppléments, hein, donc dans les suppléments du sabbat de la 3e édition ou de la première, 2e. Voilà. Un guide vraiment qui est là pour aider le conteur à mettre en scène le sabbat dans sa chronique. Et tout est fait pour ça dans ce supplément. Donc, qui est un supplément de 130 pages. Là, normalement, il devrait sortir, j'espère, bientôt aussi. Donc, vous allez avoir quand même on va dire, une introduction qui vous dit justement quelle est l'optique, on va dire, de la manière dont ils ont justement pensé le sabbat dans cette nouvelle édition et pourquoi ils le font de cette manière. Le lexique, voilà, comme d'habitude. Une petite histoire du sabbat, mais très très courte. Après, la description du sabbat à travers des archétypes, et ça c'est super intéressant. C'est ça qui est vraiment un plus par rapport à ce qui existait dans les moutures précédentes. C'est que là en fait les voies d'illumination, qui était un concept qui était extrêmement dur à jouer dans les précédentes éditions, à bien jouer en tout cas en tant que PJ. Là, ça décrit des grands archétypes en fait de PNJ du sabbat que vous allez pouvoir introduire dans votre chronique. Donc voilà, à travers celui qui suit la voie de Cain, donc la voie de la diablerie, la voie du Cathari, qui est donc la voie, on va dire, de la purification, on va dire, on va dire, l'expérimentation, on va dire, sensorielle exacerbée dans tous les aspects, la voie donc de la mort et de l'âme, voilà, donc plus le culte de la mort, la voie du pouvoir et de la voie intérieure. Hein, je rappelle que les voies d'illumination, c'est ce qui remplace normalement l'humanité, puisque voilà, les vampires du sabbat ont abandonné complètement l'idée de l'humanité et ont donc compensé cela par des doctrines, des voies, on va dire, philosophiques extrêmement contraignantes qui leur permettent, on va dire, de garder une certaine forme de contenance alors qu'ils ont assumé complètement leur nature vampirique. La voie du soleil qui est une nouveauté, voilà, avec des voies évidemment qui sont interdites à l'intérieur du sabbat, donc la voie de Lilith, de la bête, de l'accord honorable. Donc bizarre quand même, l'accord honorable qui devient une voie interdite dans le sabbat, quand on sait, ça peut paraître assez étrange. Et après on vous décrit voie par voie en fait les différents archétypes de PNJ que vous pouvez mettre en place. Et ça c'est plutôt bien vu. Voilà, en fonction donc de ces voies d'illumination. Donc après on a des disciplines spécifiques au sabbat. Donc c'est, on va dire, utile sans être, on va dire, indispensable. Les rites du sabbat, la description évidemment des relations sociales du sabbat, donc les rites au sein de la meute, les relations entre les différents membres de la meute, voilà, le chef de meute, donc le pack leader, puisque la meute c'est le nom du groupe de sabbatique, hein, celui qui va diriger également les rites du sabbat, donc le prêtre, etc. Vous avez donc tout cela, voilà, la description évidemment de ce qu'est être un anti-tribu, c'est-à-dire un membre d'un clan qui, on va dire, a choisi d'aller dans le sabbat. Donc la description de quelques PNJ. Donc on a évidemment la description, heureusement pour eux, de Lucita, mais pas plus. Hein. Il y a vraiment très peu de PNJ. C'est vraiment très succinct hein. En termes de BG, de lore. Il y a vraiment très peu de choses. La guerre de la GN, la révolte anarque, etc. Donc ça, c'est toutes les problématiques, voilà, avec la description de quelques lieux, on va dire, où sont justement implantés le sabbat, donc le Brésil, la Russie, etc. Les quelques ressources pour le storyteller qui vous sont décrites également.
Donc comment vraiment mettre en place de manière encore plus concrète le sabbat au sein d'une chronique, là pas seulement en tant que rencontre, parce que ça peut, on va dire, être imaginé juste en tant que rencontre, en tant qu'antagoniste dans votre chronique. Mais si vous voulez évidemment l'intégrer de manière plus durable dans votre chronique, là, on vous donne des éléments supplémentaires évidemment. Et après on termine donc par l'index. Donc un supplément, je dirais, pragmatique, dans la mesure où vous n'allez pas avoir tout l'or, on va dire, qui a été quelque peu déversé sur le sabbat, mais vous allez avoir des informations utiles pour faire, on va dire, du sabbat un antagoniste crédible, avec de véritables motivations. Et ça, à la limite, c'est bien. Et en fait, il faut ça, plus les précédents suppléments, moi je pense, pour que ce soit complet. Parce que là, il manque vraiment plein d'éléments en termes de lore. C'est dommage, hein, parce que franchement, ils auraient pu vraiment réussir leur coup s'ils avaient rajouté quelques pages pour. Bon, il aurait fallu quand même en rajouter quelques-unes pour justement mieux décrire la structure interne du sabbat et vraiment aller jusqu'au bout et proposer de jouer des PJ, quoi. Parce que là, je trouve qu'ils ont été un peu en demi-teinte. Ils se sont dit, bon, on va les mettre comme ennemis. Bon, si vous voulez en faire des PJ, c'est vous qui voyez, mais nous, on va dire, on n'assume pas, quoi. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut pas savoir. On est un peu trop, là, j'ai l'impression, dans la volonté du politiquement correct, à se dire, ah non, de nos jours, proposer de jouer des PJ vampires du sabbat, c'est pas cool. Par contre, en tant qu'antagoniste, voilà, c'est bien, allez, voilà, c'est des méchants. Mais en tant que PJ, non, ça passe pas trop, quoi. Déjà, jouer un vampire à la base, voilà. Et donc, dernière petite chose, qui là n'existe qu'en PDF, il n'y a pas eu de version imprimée, hein. C'est le vampire compagnon. Donc là, un supplément, il a été traduit en français, hein, d'ailleurs. Moi, je l'avais imprimé quand il était sorti en anglais. Donc, un supplément donc, de 65 pages avec plein de choses, en fait, hein. C'est un compagnon. Voilà, encore évidemment ce bleu à la noix qui fiche en l'air la colorimétrie. Donc vous avez des clans supplémentaires évidemment qui sont décrits. Donc voilà, soyez heureux. Vous avez donc les Ravnos, les Salubri, les Chimis avec leurs disciplines qui sont enfin décrites là-dedans. Donc je disais, dans la gamme officielle, c'est pas décrit, mais oui, les Chimis, oui, sont décrits, mais dans un supplément. Dans celui-là. Je savais bien que je l'avais vu quelque part, mais je me souvenais plus où. Donc voilà, et évidemment, ils remettent à l'honneur les Ravnos et les Salubri. Voilà. Donc c'est vous qui voyez. Plus donc quelques petites informations supplémentaires sur les mortels et donc sur les ghouls. C'est pas assez, enfin c'est développé de manière normale. Et là il donne des choses en plus des erratins. Donc ce supplément est complètement gratuit en PDF, vous pouvez l'acquérir vraiment, même il a été traduit vraiment et donné généreusement par Arcane, et il est trouvable sinon de toute façon en VO de manière complètement gratuite. Voilà, donc ça c'était pour clore la gamme. Bon, ça c'est vraiment de la technique, hein. C'est si vraiment en tant que vieux joueur vous voulez absolument que vous pourrir la vie en mettant des Ravnos et des Salubri dans votre groupe, c'est vous qui voyez, ou des Chimis, hein, parce que là franchement là c'est la porte ouverte à saboter votre campagne, hein, vous êtes prévenus, parce que c'est vraiment c'est des clans quand même très particuliers qui généralement foutent vraiment le bazar dans une coterie quand vous en avez. De sources sûres et d'expériences on va dire vécues. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour, j'espère, voilà, il y a eu quelques petites digressions, hein. J'ai essayé d'expliquer un petit peu mon point de vue à chaque fois, de vous donner la vision la plus claire, et pas objective, mais en tout cas la plus sincère et honnête possible de cela. Donc en résumé, Vampire 5ème édition, oui, si vous êtes un nouveau joueur, franchement, achetez-le en toute quiétude, en toute sincérité. Si la thématique donc du vampire vous intéresse et que vous voulez faire donc vraiment jouer du vampire contemporain, on va dire dans sa version, dans sa vision moderne de la chose, donc voilà, le vampire torturé par ses émotions, qui va donc essayer d'une manière ou d'une autre de garder son humanité ou de jouer justement sa descente aux enfers et sa déshumanisation. Cette version-là le permet, cette version-là est là pour ça. Bon, après, elle permet aussi de jouer d'autres choses, mais l'accent est quand même mis là-dessus. La proposition ludique de base, elle est, on va dire,
en exergue sur ce point-là précis. Après, ça n'empêche pas, malgré tout, je pense, de jouer malgré tout du politique, voilà, de jouer, on va dire, des conflits guerriers, de l'occulte contemporain. Ça le permet aussi. Et voilà, moi, par contre, je trouve que cette proposition, évidemment, ne me convient pas. Et je suis beaucoup plus à l'aise, évidemment, avec, par exemple, une V20. Ou donc la troisième édition que j'utilise depuis qu'elle est sortie, hein, c'est-à-dire depuis 98-99, hein, donc ça fait déjà quand même pas mal de temps. Mais par contre, là vous avez deux disponibles en français, vraiment un jeu qui est, on va dire, le boss hein, sur le thème, en tout cas des vampires à l'époque contemporaine, si c'est ce qui vous intéresse à jouer. Et une gamme qui se développe petit à petit, avec un background, on va dire, qui a évolué, et qui a évolué, je pense, dans le bon sens. Bon, certains vont hurler, voilà, on est d'accord, il y a eu des évolutions du background qui vont déplaire à certains. J'ai pas tout aimé, mais globalement, dans la globalité, il y a de bonnes idées, et ça permet, on va dire, comme je vous dis, de relancer les choses, de remettre les choses à plat, voilà, d'avoir une nouvelle donne qui permette, on va dire, de rejouer déjà à un niveau un petit peu plus nivelé. C'est-à-dire que voilà, comme les anciens ont tous disparu, là ça se joue plus qu'entre des vampires beaucoup plus jeunes. Bon, il reste des vieux hein, quand même, il reste quelques-uns qui sont puissants. Mais voilà, au niveau du système de jeu et au niveau du background, on redonne sa chance aux jeunes. Ce qui était, on va dire, assez absent dans les éditions précédentes. Les jeunes n'avaient pas trop leur mot à dire. Ils étaient invités plutôt à essayer de grimper les échelons de manière on va dire, violente hein, par la diablerie, s'ils voulaient qu'on finisse par les écouter, parce que ils n'étaient pas forcément assez puissants pour pouvoir tenir tête à leurs anciens. Là, voilà, la chance aux jeunes, si je puis dire, et la chance aux jeunes, c'est à la fois dans le jeu, mais aussi hors du jeu, à travers les joueurs. Ce jeu laisse sa chance aux jeunes joueurs, aux jeunes maîtres du jeu qui ne connaissent pas Vampire. Et ça, c'est vraiment très très bien. Là, sur ce point, je n'en dirai jamais assez que voilà, Vampire, c'est fait pour ça. Voilà. Je pense que je résume assez bien la chose grâce à cela. Donc c'était Magna Magister pour Vampire 5ème édition, Vampire V5, ce que j'ai pu vous proposer de la gamme. Quand il y aura d'autres suppléments qui sortiront, évidemment, je les chroniquerai volontiers. J'attends avec impatience d'ailleurs le supplément Seconde Inquisition et plein d'autres qui, j'espère, vont suivre. Voilà, il y a un supplément aussi qui me manque, c'est le culte, comment dire, le supplément sur le culte, les cultes du sang, qui pareil, qui est très très dur à trouver, que j'ai pas réussi à choper au bon moment, et du coup, voilà, maintenant il est quasiment indisponible. Là, avec, on va dire, les réassorts de Renegade, j'ai vu qu'il est de nouveau disponible. Donc je me le procurerai dans un proche avenir, et je vous en ferai part. Donc voilà, ça c'était quand même pour l'essentiel de la gamme, de ce qui traîne pour l'instant, et franchement, voilà. En plus, vous avez la chance de l'avoir en français. Donc n'hésitez pas, si c'est votre truc. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, donc c'était Magna Magister. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, de nous dire aussi ce que vous pensez, vous, de la V5. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter. Hein. Je ne suis pas fermé à la discussion. Hein. Je ne suis pas parole d'évangile. Je ne me prétends pas être l'apôtre ou le messie de qui que ce soit. Donc n'hésitez pas à venir tempérer mes propos, à venir bavarder, à venir poser des questions si je n'ai pas été assez clair sur certains aspects. C'est pas tous les jours facile, on va dire, d'être. J'ai sûrement oublié des choses. D'ailleurs, je m'en apercevrai après avoir terminé la vidéo que j'ai oublié des trucs, c'est évident. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous ai fait le panorama, j'espère, le plus complet possible pour que vous ayez votre avis sur la V5. Est-ce qu'elle est pour vous? Est-ce qu'elle n'est pas pour vous? Voilà. Donc, suivez la suite de nos aventures. Voilà, la thématique sur les prédateurs de la nuit aux dents longues continue cette semaine. Et donc, ne loupez pas non plus le live. C'était Magna Magister et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout jouez bien et jouez à Vampire.